J'ai 20 ans et je suis amoureuse. Moi, je suis amoureuse de lui, mais lui, il est amoureux de moi. Et c'est la première fois que je ressens quelque chose d'aussi fort. On vient de passer 9 mois collés, serrés, sur le lit une place de sa chambre universitaire avec vue sur le mont Canigou. Mais là, je suis triste. Je suis presque désespérée parce que je suis à la gare de Nice et sur le quai, je regarde partir son train qui l'emmène à Paris pour 1 an de service militaire. 1 an quand on est amoureux. Mais c'est vraiment trop long. C'est pas juste. Alors je pleure et je retourne chez moi, chez mes parents. Je lui écris des cartes postales et des lettres d'amour. Il m'en envoie presque tous les jours. Le soir, je tricote. Je tricote des pulls paysages. Voilà. Avec des vieux bouts de laine. Et puis ça me passe le temps. Et puis surtout, il faut que je gagne des sous. Il faut que je gagne des sous pour pouvoir me rendre à Paris, pour le voir quand il aura sa première permission dans 2 mois. Alors, je vais travailler au champ. Je ramasse des pommes, des rouges et puis des jaunes, et puis je ramasse des poires, des guillots, des William, et puis je ramasse du maïs à la main, ça coupe, ça fait mal, mais je suis contente. Au bout des 2 mois, j'ai de quoi payer mon billet de train. Je monte jusqu'à Paris. Et là, mais quel bonheur de se retrouver, de se serrer l'un contre l'autre, de retrouver nos odeurs, nos rires, notre chaleur, et puis de se promener main dans la main dans Paris. Mais 2 jours, c'est si court. Alors je retourne chez moi. Puis là je me dis, mais punaise, il faut vraiment que je trouve une solution. Il faut que je puisse me rapprocher, c'est pas possible, on ne peut pas rester 1 an comme ça. Alors j'écris, je candidate, je postule, je réponds aux annonces. À chaque fois que je reçois une réponse, et c'est pas toujours, c'est non, et non, et non. Je me vais aux acédiques et là on me dit que j'ai droit, à mon âge, à un contrat aidé de jeune volontaire. Jeune volontaire, ça me va bien. Alors, mais où? Et là, je pense à mon oncle Charles. Mon oncle Charles, il est ingénieur agricole breton. Il est marié avec la dernière sœur de ma mère, la 15e de la famille. Et il était conseiller agricole en Beauce et il a quitté son poste confortable pour prendre en métairie une ferme en Sologne, la Morillère. Alors je l'appelle. C'est un homme qui réfléchit. Alors il réfléchit. Et puis au bout de quelques jours, il me dit oui. Alors je refais mon sac, un gros sac cette fois. Et me voilà partie et arrivé jusqu'à la gare de La Ferté-Imbaud, capitale de la tarte tatin. Et il est là, devant la gare, avec sa vieille Amicis au sol jonché de paille, avec des trous dans le plancher et puis une bonne odeur de fumier. Il est là avec sa casquette sur la tête, ses bottes en caoutchouc, moitié marin, moitié paysan. Et il m'emmène jusqu'à la ferme. Et il me montre ma chambre, et ma chambre, c'est le pigeonnier tout là-bas au bout. Je suis contente, c'est un peu excentré, c'est joli comme tout. Et puis il me montre le travail de la ferme. Et il me montre ses 40 vaches à viande qu'il faut amener de pré en pré. Et puis les étables, la curée, et puis les génisses, et puis je conduis le tracteur avec plein de remorques derrière, et puis j'enlève le fumier, et puis... On s'entend bien tous les deux. Je ne comprends pas toujours son humour, mais on s'entend bien, on travaille bien ensemble. Et c'est tant mieux parce qu'à la ferme... Alors si moi je suis plus la petite fille de 10 ans qu'ils ont emmenée en vacances en Bretagne, eux c'est plus le jeune couple amoureux que j'ai connu à l'époque. C'est plutôt tendu dans la famille. C'est plutôt genre couvercle de plomb. Parce que en fait la tante Marivonne... elle, au début, ça lui a plu, l'idée d'être fermière. Elle a fait du fromage, elle a fait du beurre, elle a élevé des poulets, mais ça ne lui a pas plu longtemps. Puis bon, il faut dire que dans l'agriculture, quand même, les premières années, on ne gagne pas grand-chose, voire même rien du tout. Alors, il fallait mettre du beurre dans les épinards et elle a trouvé un boulot de documentaliste au collège de Salbris. Il faut dire qu'elle a fait des études.
Et assez rapidement, quand même, elle a oublié, elle, la documentaliste, que son mari était ingénieur, qu'il avait fait du latin et du grec. Elle a vu plus que le paysan, là, avec ses bottes en caoutchouc et sa casquette sur la tête. Moi, j'étais contente d'être là parce que j'étais près de mon amoureux, ce qui fait qu'en dehors de toutes les lettres et les cartes qu'on s'envoyait, soit je montais le rejoindre à Paris, soit il venait me voir à la ferme, puisque quand même les billets de train, c'est moins cher pour les bidasses que pour les autres. C'est lui qui venait assez souvent. Et puis l'hiver s'est installé, et il faisait vraiment froid. Alors on s'occupait des bêtes le matin et le soir, là elles étaient à l'étable, et puis on s'est engagé dans des travaux dans la maison, parce qu'on s'est dit que comme ça, Marie-Vonne, elle allait être contente. Que la maison elle soit un peu plus belle et un peu plus confortable. Puis il faut dire que Marie-Vonne, elle s'était engagée un petit peu dans le truc. Elle avait acheté des rouleaux et des rouleaux de papier peint blanc cassé avec des petites fleurs marron. On allait en tapisser dans toute la maison. C'est les vacances de Noël. Avec les 2 enfants, elle est partie dans le Jura. Nous, les paysans, les indécrottables, on est restés là au cul des vaches. Et puis c'était pratique parce que comme il n'y avait personne dans la maison, on a pu s'installer dans le salon. On a mis une grande table et puis là, c'était bien pour mettre les laits de papier peint, les encoller. Et on a encollé, collé, découpé et on a bien travaillé. On a tellement bien travaillé que l'oncle Charles, le soir, il a été super content. Il a dit, franchement, on a bien travaillé là, on mérite bien un bon apéro, tiens. L'apéro, on ne le buvait pas souvent chez eux. Il a sorti les bouteilles et on a bu un coup, on a trinqué. Et puis là, il était tellement content qu'il m'a pris dans ses bras, puis il m'a serré un peu trop fort. Il m'a serré très fort même, et puis j'ai senti sa bouche qui cherchait mon cou, qui cherchait la mienne. Il était costaud. Mais j'ai réussi à le pousser, je me suis échappée, j'ai couru jusque dans ma chambre, là-bas, dans le pigeonnier. Il n'y avait qu'une porte en bois, une grosse porte bien lourde, mais qui ne fermait pas à clé. Et je me suis installée sur mon lit. J'étais recroquevillée, j'avais peur, je ne voulais pas qu'il vienne, Je pensais à mon amoureux, ça pouvait peut-être y faire quelque chose, mais non, pas grand-chose. Et j'écoutais les bruits, tous les bruits. Et dans une ferme, dans une vieille bâtisse comme ça, il y en a des bruits. Et les heures et les minutes s'écoulaient lentement, doucement. Il n'est pas venu. Le jour s'est levé. C'était l'heure de me lever, moi aussi, pour aller m'occuper des bêtes. Alors je suis sortie de la chambre, j'ai poussé la grosse porte en bois. Je suis allée dans la cuisine. Il était assis là, avec son bol de café au lait, comme tous les matins. Et il m'a dit bonjour. Je lui ai répondu. On ne s'est rien dit de plus. Et la vie a repris son cours. On est en janvier 2011. J'ai bientôt 51 ans et peut-être parce que c'est le moment des cartes de vœux et puis que tous les ans, je lui en écris une à mon oncle Charles. D'un seul coup, ça me revient. Ça me revient cette histoire. Ça me revient cette histoire et me reviennent aussi toutes les autres fois. Les autres fois où il ne s'est rien passé. J'ai 12 ans. Je suis au collège. Certains des copains de ma classe m'appellent soutien-gorge Horizon. Mais mon grand-père, lui, ça lui suffit pour mettre ses mains dessus et me dire ça pousse. J'ai 14 ans. Je suis interne au lycée. Au lycée à Nice, moi je suis de la montagne, je ne connais pas bien la ville, alors je suis très contente de pouvoir descendre jusque dans le centre-ville. Mais pour aller dans le centre-ville, il faut passer près de la gare et sous la gare, il y a des grandes arches. Et sous ces arches, il y a un homme avec son manteau qui l'ouvre quand on passe. Et puis alors, du coup, je préfère plein de fois descendre plutôt avec mes copines. Comme ça, on part en groupe de filles, on rigole, on chahute, on va s'installer sur la plage.
Et bien là, il y en a un qui vient s'asseoir juste à côté de nous pour se branler. J'ai 16 ans. J'ai 16 ans et mon père, qui fait de la sculpture sur bois, a décidé avec des amis artistes de faire une exposition. Ils ont choisi une petite chapelle, là un peu isolée au bord de la route. Et comme j'ai fini les cours, il m'a demandé si je pouvais tenir l'exposition. Je les connais tous, c'est des amis à lui. Il y en a un que je connais encore mieux puisqu'il habite le village. Moi, c'est lui qui a essayé de me coincer derrière l'hôtel ce jour-là. J'ai 17 ans. Je viens de passer mon bac de français et j'ai eu l'autorisation de partir avec mes amis en vacances en Corse. On s'installe au camping. Quelques jours plus tard, une d'entre nous rencontre un groupe de jeunes locaux, un peu plus âgés que nous, puisqu'ils conduisent, et qui nous proposent d'aller faire un barbecue dans la montagne, dans un petit village au-dessus. Nous, on n'a pas de voiture, alors les petits villages, on est contente de les découvrir. On a dit oui. On est parti avec eux. Ils ont fait un feu de bois. Quand le feu a été allumé, et chacun d'entre eux a entrepris l'une d'entre nous. Le mien a été charmant, gentil, mais il voulait beaucoup plus que j'avais envie de lui donner. Alors il insistait, alors je me suis mis à parler, tellement parler, et puis je voyais là-bas mes copines qui sautaient par-dessus le feu pour échapper aux autres. Il m'a traitée de folle et avec ses amis, ils sont partis. Qu'est-ce qu'elle s'en fout, la souris, d'être traitée de folle par le chat? Puis, j'ai 18 ans. 18 ans et demi, presque 19, et je suis à Perpignan, et je viens juste de rencontrer mon amoureux, celui du début. Et puis là, j'ai vraiment envie qu'il se passe autre chose. Alors, j'ai décidé d'aller voir un médecin pour me faire prescrire la pilule. Je vous ai dit, dans la famille de ma grand-mère, un côté c'était 15, l'autre côté c'était 8. Alors, il valait mieux faire attention. Hein. Et moi, j'avais jamais été chez aucun gynécologue ni aucun médecin sur le sujet. Je rentre dans le cabinet, il me demande pourquoi je suis là. Je lui dis que je veux prendre la pilule. Il me dit, déshabillez-vous. Il va s'asseoir sur une petite chaise. Il me demande de m'approcher. Il est vieux, et il est médecin. Je m'approche. Il glisse un doigt dans mon vagin et il me dit « Ça vous fait quelque chose là ?» Je dis « Non. » « Et quand c'est votre amoureux, ça vous fait quelque chose ?» Je dis « Oui. » Il retourne à son bureau et il me fait mon ordonnance. Alors ce jour-là, ce jour de janvier, je me suis dit « Il y en a marre. Il y en a marre de se taire, il y en a marre de rien dire, juste parce qu'en fait, il ne s'est rien passé. Et pourquoi ça reste inscrit là? Pourquoi c'est toujours de notre faute? Pourquoi c'est toujours de ma faute? Parce que j'ai des seins, parce que j'ai des fesses qui bougent quand je marche, parce que j'aime danser, parce que je regarde les gens dans les yeux et que je souris? Alors je lui ai écrit à mon oncle. Je lui ai écrit « Bonne année ». Mais je lui ai écrit aussi combien j'ai eu peur. Cette nuit-là, peur d'être violée quand il m'a poursuivie. Et j'ai posté la lettre. Et j'ai attendu. Au mois d'avril, j'avais toujours pas de réponse. Alors j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. « Charles, t'as reçu ma lettre ?» Il m'a dit oui. Je l'ai reçue. J'ai pas bien compris. J'ai cherché, j'ai pas bien compris. Alors je l'ai jeté au feu. Je me suis dit que si tu avais quelque chose à me dire, tu me rappellerais. Je lui ai dit ce que j'avais à te dire, c'était écrit dans la lettre. Et là, après un silence, il m'a dit, je m'en rappelle plus. Mais si je t'ai fait vraiment peur ce jour-là, alors je te prie de m'en excuser.